Eh bien, d'actualité, Ligue nationale de football, la phase aller édition 2016 est clôturée cet après-midi au stade Père-Raphaël de la Kétul. Pour le site ouest, Daring Club Motema Pembe termine premier avec 21 points. Amorce de la grève des infirmiers dans toute l'étendue de la République. Les hôpitaux publics sans infirmiers depuis ce mardi dans la matinée. Ils réclament leurs droits et dénoncent la considération par l'État d'une seule catégorie professionnelle de santé. Un nouveau type de passeport biométrique avec puce est officiellement présenté au public par le ministre des Affaires étrangères au cours d'une cérémonie ponctuée par la présence du chef de l'État Joseph Kabila. Cette puce électronique contiendra des informations personnelles du détenteur de ce document. Le point sur l'actualité, madame, messieurs, bienvenue à tous. À l'Assemblée nationale, le président Aubin Minaku a ouvert les travaux de la commission spéciale mise en place pour régler les différends dans les groupes parlementaires, conflits nés après le départ du G7 de la majorité présidentielle. La tâche semble être ardue pour cette commission spéciale créée par le bureau de l'Assemblée nationale après le départ du G7 de la majorité présidentielle. Le président de l'Assemblée nationale a tenu ce mardi, en ouvrant les travaux de cette commission, signifié que le bureau de la Chambre basse du Parlement attend avec beaucoup d'intérêt les conclusions de ces rencontres. Pour qu'il y ait un fonctionnement harmonieux au niveau des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, la plénière nous a demandé de trouver des solutions idoines. Nous devons éclairer les statuts pour chaque cas. Est-ce qu'il reste responsable du groupe parlementaire, ou ils seront non inscrits, ou ils vont adhérer à un autre groupe parlementaire, ou encore ils peuvent, 4, 5, 6, 10, ils peuvent se constituer un autre groupe parlementaire. Il faut tout de même signaler que cette crise avait poussé l'opposition à demander la reconfiguration du bureau de l'Assemblée nationale parce que selon elle, 80 députés avaient pris la direction de l'opposition après le départ du G7. Des allégations rejetées par la mouvance au pouvoir qui avait présenté plus de 320 députés restés fidèles à l'autorité morale de l'AMP. Comment éviter toutes sortes de dérapages durant la période pré, pendant et post-électorale? Voilà la question qui préoccupe autant le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui a du pain sur la planche à ce sujet. Des pistes de solutions sont déjà envisagées. Le CESAC vient de bénéficier de l'appui d'une délégation de la francophonie pour mener à bien les missions assignées. Tout d'abord, on a parlé de manière générale de l'importance de l'autorité de régulation. On sait que la démocratie est consubstantielle, elle ne vit que par la liberté d'expression, notamment la presse écrite qui a toujours une importance, mais pas seulement la presse écrite, il y a aussi la radio, la télévision, et maintenant les moyens sociaux. La francophonie peut offrir comme instrument pour améliorer et avoir une forme de norme commune des pays de langue francophone en matière de régulation des médias. L'OIF est une organisation qui gère un certain nombre de réseaux et à l'intérieur de ces réseaux, nous avons un réseau qui gère les autorités de régulation. L'OIF offre des formations, renforcement de capacité des journalistes en période préélectorale. Nous sommes en train d'éditer la deuxième version d'un livret sur ce domaine que nous menons avec Reporters sans frontières. Et cette nouvelle version intégrera les nouveaux médias sociaux. Autre préoccupation d'État est comment comprendre l'enjeu et la politique de la réforme de l'administration publique congolaise. Cette question fait l'objet de l'atelier de sensibilisation qu'organise depuis ce mardi l'intersyndical national de l'administration publique au centre pour handicapés physiques. Tous les syndicats représentés dans l'administration publique y sont conviés. Ensuite viendra le tour des délégués des services centraux. Constantin Tamboué. Cet atelier vise la mise à niveau des permanents syndicaux sur le processus de la réforme de l'administration publique amorcé depuis 2013 par le gouvernement de la République. Du mécanisme de recrutement par la fonction publique à la mise à la retraite en passant par le statut, la promotion et la sécurité sociale du fonctionnaire de l'État, le ministre de la fonction publique invite pour la circonstance les syndicalistes à vulgariser la politique générale du gouvernement dans la gestion du personnel et des carrières des agents publics. C'est cette réforme qui va nous conduire à l'émergence à l'horizon 2030. La réforme est pilotée par le Premier ministre et nous, au niveau de la base,
avec les syndicalistes, nous devons comprendre. Il faut que tous les partenaires, notamment les syndicalistes, comprennent l'objet de la réforme. Engager tous les fonctionnaires et l'ensemble de l'administration publique congolaise à s'adapter aux normes internationales, oui, c'est possible. Les syndicats attendent cependant du gouvernement l'application des accords qui s'inscrivent également dans la logique de la dite réforme. Nous pensons que nous n'avons jamais été contre la réforme d'abord. Ça, il faut le retenir. Mais nous avions condamné la façon de faire, la façon d'arriver à cette réforme où le gouvernement voulait faire des choses sans nous. Or, nous disons qu'une réforme qui est faite sans nous, elle est faite contre nous. Et c'est comme ça que nous avons exigé que nous puissions d'abord communiquer à notre niveau, que nous comprenions c'est quoi exactement. Parce que quand les agents fonctionnaires nous posent des questions, parfois nous manquons des réponses à leur donner. Ces échanges vont se poursuivre dans le cadre de la même sensibilisation jusqu'au week-end prochain, avec cette fois-ci tous les délégués syndicaux de l'administration publique. Je l'annonçais à l'ouverture, le chef de l'État Joseph Kabila a lancé officiellement ce mardi le nouveau système de personnalisation de passeports à puce. C'était dans les installations du ministère des Affaires étrangères. Ce nouveau système offre plus de sécurité, de fiabilité et de rapidité. Ce passeport ne pourra être disponible qu'à partir du 2 janvier 2016. On écoute à ce sujet le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Le nouveau passeport qui va être émis est conforme aux nouvelles recommandations de l'Organisation de l'avion civil international, notamment au document 9303. Et cela est important parce que, au-delà d'un certain délai, il deviendra difficile pour les voyageurs qui ne détiennent pas ce type de passeport de voyager. Ils ne seront pas acceptés dans certains pays. Vous savez qu'il y a la recrudescence du terrorisme et que donc la sécurité aux frontières est une préoccupation première de tous les gouvernements à travers le monde. C'est une question de sécurité de tous. Les normes de sécurité ont été renforcées et notre pays doit se mettre à ces normes-là afin de faciliter le déplacement des citoyens congolais qui détiennent le passeport congolais. Le nouveau passeport est électronique. Cela signifie qu'il contient une puce électronique stockant toutes les informations concernant la personne qui voyage, la personne détentrice du passeport. D'ici là, on précisera le prix du passeport et tout cela. Ne vous effrayez pas. Le gouvernement tiendra à ce que le prix reste dans des proportions convenables, en dépit de toute la sécurisation qui est mise dans les nouveaux passeports. En santé, les hôpitaux publics seront sans infirmiers pendant au moins 7 jours. Une semaine, dite semaine noire, dans tous les hôpitaux publics du pays. Ils sollicitent la revue à la hausse de leur enveloppe salariale. On écoute à cet effet Joseph Kibangula, président de l'intersyndicale des infirmiers du Congo. Parce qu'il est en train de revendiquer ses droits, les droits qui concernent les rémunérations des agents infirmiers, bien sûr, et la mécanisation des unités et l'octroi des grades professionnels. Nous avons 7 jours. Les 7 jours, les infirmiers l'ont qualifié de semaine noire dans les hôpitaux. Et si pendant les 7 jours, le gouvernement ne donne pas satisfaction à nos revendications, nous allons reconduire la grève pendant un nombre de jours encore. Ça a fait une discrimination tout à fait décriée, dans le sens qu'il a augmenté aux médecins 150 000 francs par personne, pendant que le budget est à la fin d'exercice. Et nous nous posons la question, d'où est venu cet argent qui a facilité cette augmentation? Le travail ne dépendra que lorsque les infirmiers auront touché ce que nous demandons. Nous demandons le paiement de 250 000 francs complémentaires à chaque infirmier. Toujours en santé, les infirmiers s'en vont en grève, mais l'accès aux soins de santé reste un droit pour tout Congolais. Et à Dissombo, dont la zone de santé de Kanzinzi, la population s'est elle-même mobilisée pour avoir un centre. Et depuis, cet édifice contribue efficacement à la réduction de la mortalité.
L'accès aux soins de santé, un véritable problème dans plusieurs coins reculés de la République démocratique du Congo. Des problèmes liés pour la plupart à la distance à parcourir pour atteindre le centre de santé le plus proche. Un autre problème, c'est celui lié aux infrastructures. Dans les villages de Dissombo, à peu de 90 km de Kolwezi, la population s'est mobilisée pour construire un centre de santé. Cet édifice est donc une réalisation du programme de leadership du projet de santé intégré dans la zone de santé de Kanzenze. Nous avons passé 53 ans de difficultés. Par manque de moyens de transport, les femmes qui partaient accoucher mouraient en chemin. Nous avons lancé un cri d'alarme pour avoir ces centres de santé. La population s'est mobilisée pour fabriquer des briques et autres travaux de construction. Ensuite, le partenaire est arrivé pour la finition. Depuis la construction de ce centre, le taux de mortalité a sensiblement baissé. Pour avoir les soins, il fallait que la population aille à Mouchacha ou vienne à Moulomba qui était distant de Dissombo de 22-25 km. Il y a eu beaucoup d'accouchements qui se faisaient à domicile, donc les accouchements non assistés. Mais à partir de ce centre-là, les accouchements se font au centre. La communauté a certains centres de santé, mais elle demande un soutien pour la construction des latrines. Nous demandons que d'autres partenaires viennent nous soutenir. Nous n'avons pas de lits, les femmes qui accouchent et d'autres malades dorment à même le sol. En plus, nous n'avons pas d'installation sanitaire adéquate. Après le centre de Dissombo, ceux de Moulombo et de Kamoua ont également été réhabilités grâce à Prosani. Parlant élection, les deux membres de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa et Norbert Basengezi, respectivement président et vice-président nouvellement entérinés à l'Assemblée nationale, ont reçu la bénédiction de leur père, animateur de cette même institution. C'était à Béatrice Hôtel. Après leur entérinement à l'Assemblée nationale le lundi 12 novembre, Corneille Nangaa et Norbert Basengezi, respectivement promis président et vice-président de la CENI, ont été reçus par les membres de cette institution d'appui à la démocratie. Au nom de tous les membres, le rapporteur de la CENI salue la désignation de nouvelles autorités. Nous sommes entièrement comblés du fait de récupérer la tête. C'était un tronc sans tête qui ce soir a cette chance d'accueillir le président et le vice-président à qui nous assurons notre collaboration pour la continuité du processus et surtout qu'il s'agit des enfants maison. Dans son discours, le nouveau président de la CENI exhorte le personnel à ne jamais désespérer et avoir confiance au destin. Il a ensuite rendu un vibrant hommage au premier président de cette institution, l'abbé Apollinaire Malumalu. La fondation de cette maison, c'est vous tous qui êtes devant moi et d'autres qui sont absents. Ensemble, rendons un vibrant hommage à notre premier président, l'abbé Apollinaire Malumalu, avec qui jour et nuit, nous avons, comme cet expérie, fait le vol de nuit. Heureusement, nous avons bien atterri en 2006. Le temps joue contre ces deux personnalités. Heureusement qu'ils ne sont pas novices en matière électorale. Corneille Nangaa et Norbert Basengezi ont donc l'exigence d'être attentifs à ce qui sortira du dialogue pour aller tout droit au but. Question minière, il ne faudrait plus se faire de doute sur la capacité de production de la société sino-congolaise des mines. La SICOMINE a dévoilé la première cathode du cuivre produit au lendemain de ses activités dont le tonnage est estimé à 120 000 pour cette première phase. Des projections en vue, elle envisage atteindre les 250 000 tonnes d'ici l'an prochain. L'équivoque est levé sur la mise en production de la société sino-congolaise des mines.
Le dévoilement de la première cathode de cuivre produite prouve à suffisance le bon fonctionnement des activités de la SICOMIN. Cette première phase envisage une production annuelle de 125 000 tonnes de cuivre et la marge de 250 000 tonnes de cuivre raffiné à 99% est vivement attendue en deuxième phase de la production. Et ici, c'était des marécages, c'était un terrain auquel personne ne pouvait assister. Et aujourd'hui, avec la coopération sino-congolaise, avec les efforts du chef de l'État, sa détermination, aujourd'hui nous avons un projet de coopération qui donne des résultats. Et parmi ces résultats, c'est la première production, la réception de la première cathode que nous venons de voir, que nous venons de recevoir. Ce projet SICOMIN, c'est un grand projet gagnant-gagnant pour la RDC d'abord et puis pour la GECAMIN en particulier. Parce que dans le projet SICOMIN, vous devez retenir que la GECAMIN participe au capital social à 32%. Et le groupement des entreprises chinoises, c'est 68%. C'est un grand projet pour la GECAMIN. Le barrage hydroélectrique dont les études de faisabilité ont été financées par la SICOMIN sera bientôt érigé à Boussanga pour permettre à cette société minière d'être à la hauteur de ses ambitions. Les études de faisabilité ont été réalisées pour développer une centrale hydroélectrique d'une capacité de 240 MW minimum. Et d'ici le mois de mars, on va démarrer les travaux. Et au bout de 4 ans, on aura suffisamment d'énergie à fournir à la SICOMIN. Des projets sociaux sont également financés et mis en œuvre par la Sino-Congolaise des mines au profit de communautés locales de Kolosi dans la province de Lualaba. C'est autour d'un verre et d'un repas que les ressortissants de la province du Kasaï-Oriental se sont réunis ce lundi pour célébrer la nomination de 3 de l'heure à la tête de la nouvelle province du Kasaï-Oriental. L'occasion a été également d'appeler les uns et les autres à travailler en cohésion pour le développement de la province. C'est en signe de remerciement au chef de l'État que les ressortissants de la province du Kasaï-Oriental se sont retrouvés pour célébrer la nomination des leurs à la tête de la nouvelle province du Kasaï-Oriental. Joseph Kabila a ainsi jeté son dévolu sur la personne de Ngoï Kassange comme commissaire spécial, secondé par 2 adjoints, toujours fils de la même province. Comme un seul homme, les fils et filles de la province promettent de travailler dans l'unité et la solidarité, se rangeant derrière leurs nouveaux dirigeants pour le bien-être de leur territoire. Je me trouve inspiré par le numéro de ce soir pour leur dire non seulement que nous mesurons le poids de la charge dont vient d'être investi et l'ampleur des défis qui les attendent, mais aussi et surtout que nous sommes avec eux, mobilisés comme un seul homme pour les accompagner et les assister. Amen. Et qu'ils peuvent donc compter sur le concours sans calcul de chacun de nous et de l'ensemble de notre population pour réussir. Grâce aux atouts que possède le Kasaï-Oriental, Ngoï Kassange promet de relever cette province avec l'accompagnement des uns et des autres. Voici le moment, voici le temps où les Kassaïens doivent redresser leur tête, c'est dire que nous avons un chenou, que nous prenons l'engagement de le relever, de relever les défis qui sont devant nous. 3 défis principaux attendent la nouvelle équipe dirigeante. D'abord, le désenclavement de la juridiction. Ensuite, le rétablissement de l'eau et de l'électricité afin d'assurer la promotion de l'industrialisation. Enfin, l'un des défis, pas de moindre, le secteur agricole. Désormais, toutes les personnes séropositives vivant dans le secteur de Dungu, dans la province de Tanganyika, pourront être prises en charge grâce à un appareil appelé Piment qui vient d'être remis au centre de santé de Dungunu, un don de l'ASBEL Santé en milieu rural, inscrit dans le cadre du projet CDC PEFAR, exécuté dans plusieurs zones de santé de Tanganyika.
Le centre de santé de référence Ndougou de Kalemi est désormais à mesure de faire le suivi des qualités et prendre correctement en charge les personnes testées positives au VIH grâce à un appareil de dosage du taux des cellules de défense immunitaire dans l'organisme humain CD4. Ce matériel appelé PIMA, remis par l'ASBEL Saint-Rue, a été réceptionné par le point focal du PNLS au Tanganyika. Ce troisième don, à part celui en matériel roulant et informatique, s'inscrit dans le cadre du projet CDC PEPFAR exécuté dans plusieurs structures des 5 zones de santé du Tanganyika par Saint-Rue qui, depuis février 2015, offre des intrants dont les antirétroviraux, les conseils de dépistage volontaires. C'est-à-dire aujourd'hui nous sommes capables d'offrir le conseil de dépistage à tout celui qui en a besoin et aussi d'assurer la prise en charge de ceux-là qui vont être VIH positifs. D'après les statistiques, plus de 358 personnes, dont les enfants et les femmes enceintes, ont déjà été dépistées et mis sous ARV dans les zones de santé de Manono, Moba, Nyuzu et Nyemba. Pour les médecins directeurs de cette structure sanitaire, Dr Jackie Soubi, si le centre de santé de référence d'Undougou est classé comme la première maternité du Tanganyika avec 120 accouchements par mois. Il enregistre aussi les taux de prévalence les plus élevés avec 69 personnes testées positives au VIH-Sida. À en croire le coordonnateur du projet Saint-Rue CDC PEPFAR, d'autres compteurs CD4 seront installés dans les tout prochains jours dans les 3 autres zones de santé, dont Kongolo, Manono et Moba. Rendons-nous à l'est de l'RDC où les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait preuve de bravoure en repoussant les combattants ZADF en commune rurale d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Béni, lundi dernier en début de soirée. Craignant pour leur sécurité, les habitants de ce coin ont fui leur territoire. Tout Oïcha dans les noirs, c'était la première conséquence logique de cette tentative d'incursion de présumés combattants ADF actifs dans la zone, affirment des sources locales. Les tenanciers des groupes électrogènes et des grandes entreprises avaient forcé l'arrêt d'activité, craignant le représailles des ADF qui très souvent dans leurs opérations n'épargnent personne civile ou militaire. Logiquement, les médias locaux ont vu leurs signaux être réduits au silence, faisant encore une fois de plus du mal à la population qui a de pauvres témoignages avec ces combattants. Les mêmes sources dans la région affirment par ailleurs que les habitants avaient vidé la même soirée la localité Bakila Tenambo, Mambabeka, Nzanza, Mabasele, Pakanza, voire les centres de cette commune rurale vers la partie ouest estimée pacifique. Les détonations de armes lourdes, légères et automatiques s'en sont suivies pour mettre en déroute les assaillants qui avaient finalement décroché suite à la puissance des feux de FARDC. À travers cette incursion, les assaillants voulaient venir se ravitailler des animaux de la basse-cour sans lesquels leur cachette en brousse serait invivable. Au stade actuel, aucun bilan du côté assaillant et de l'armée n'est disponible. Le FARDC contrôle la zone et les habitants sont invités, encore une fois de plus, à dénoncer tout mouvement suspect. Le sport, avant de nous séparer, le DSMP premier de la phase allée, le Daring Club Motema Pembe a joué son dernier match de la phase allée de la Ligue nationale de football édition 2015-2016 contre le Football Club Rocheloup. Daring l'a emporté par 3-1. Il se classe premier dans le classement de cette phase allée avec 21 points de The Club, SA 20 points, alors qu'à Matadi Nord Sport a eu raison de Vutuka à 2-1. C'est par cette note du sport que nous bouclons cette édition d'actualité. Merci de l'avoir suivi.